Il était une fois Éric, un jeune marinier qui faisait tourner bien des têtes. Le garçon était de ces gens qui concentrent tous les avantages et avancent dans la vie enveloppés d'une aura mystérieuse. En avait-il conscience? Nul ne peut l'affirmer tant son comportement était empreint d'une immense simplicité. Il était ouvert aux autres, disponible et toujours disposé à aider celui ou celle qui était dans le besoin. Il devait bien remarquer pourtant qu'à chaque arrêt dans une taverne ou sur un quai, il provoquait un étrange remue-ménage parmi la gente féminine, du moins chez les demoiselles qui étaient en quête d'une belle histoire, d'un peu d'amour et bien plus si affinité. Les autres, il recevait des regards chargés de concupiscence, des regards envieux, enfiévrés, parfois souvent embués de regrets d'un rêve impossible. Il était beau comme un dieu, fort comme l'étaient tous les mariniers d'alors, souriant, et pour ne rien gâcher, intelligent et aimable. C'est sans doute cette dernière qualité qui provoquait émoi et trouble chez les charluzettes de toutes les villes ligériennes. On aurait pu croire qu'elle faisait tout un saut de sourires et d'amabilité, de yades enflammés et de propos enjôleurs à son égard. Les compagnons de bord de notre gentil Éric essayaient bien d'en profiter, de saisir l'agitation qui régnait à son approche pour tirer au mieux leur épingle du jeu. L'indécision de l'éphèbe leur ouvrant souvent des opportunités qu'ils savaient saisir dans l'instant. Éric n'était pas un coureur de jupons. En dépit de son immense magnétisme, il devait être à la recherche d'une femme d'exception, un idéal de perfection qui le conservait dans son état de puceau, que toutes les femmes de loi rêvaient de déniaiser. Elle se faisait mezzaline pour qu'un jour l'une d'entre elles puisse hériter de cet immense privilège. C'est justement à Saint-Valentin-sur-Loire que se tint cette année-là l'élection de Miss Ligérie. Toutes les plus belles filles des bords de rivière qui aspiraient à ce titre s'étaient donné rendez-vous. Il y avait là le plus beau rassemblement de grâce et de charme qu'on ait jamais vu de mémoire de vieux loups de rivière. Les mariniers, les pêcheurs, les tirets de jarre, les meuniers, les portefaix, les charretiers et ceux qui vivaient de leur rivière avaient tous trouvé un prétexte fallacieux, vous l'aurez deviné, pour être présents sur les quais et se rincer l'œil sans modération. Éric, quant à lui, ne devait sa présence en la place que par le hasard d'une course qui avait amené là son grand chaland. Le voiturier, son patron, avait accepté un chargement de belles pommes rouges qu'il fallait justement livrer à Saint-Valentin. Le garçon, gourmand de plaisirs simples, après avoir effectué le transfert des pommes du bateau au charroi du marchand, avait conservé dans ses poches quelques fruits. C'est ainsi qu'en croquant de ses belles dents une pomme brillante, il fit son entrée dans une grande taverne où la lauréate du concours et ses deux dauphines recevaient les honneurs dus à leur succès. Son arrivée focalisa dans l'instant les regards des reines de la fête. Lucie, Hélène et Angèle étaient, il faut bien le reconnaître, les plus belles demoiselles qu'il lui eût jamais été donné de rencontrer. Éric leur retourna un regard qui engagea les jeunes filles à espérer chacune de son côté une issue favorable, un nouveau succès en cette journée faste pour elles. La reine était Hélène, d'un port de tête altier. Les membres du jury avaient décrété qu'elle était la plus belle. Sa première dauphine, Lucie, se prévalait d'un sourire lumineux qui mettait en valeur une allure de princesse. La seconde, Angèle, semblait venir des cieux. La destinée lui avait octroyé de divines proportions. Toutes trois vinrent minauder autour du gentil marinier. Elles lui firent une véritable parade d'amour, avec incandescence et une insistance qui choquait les autres hommes. Affreusement jaloux, Éric n'en avait que. Il était tout à sa pomme, qu'il dévora avec volupté jusqu'au trognon. Ce fut pour les belles le moment choisi pour se dévoiler. Toutes trois en même temps lui réclamèrent une pomme, en déclarant vouloir la croquer en sa compagnie.
Le message, pour éloquent qu'il en était, n'en troubla pas le naïf Éric, à moins qu'il ne fût tout au contraire diablement machiavélique. Il sortit de sa poche un beau et grand couteau, de ceux qu'avaient tous les mariniers quand ils tuaient le temps lorsque la navigation était impossible, en gravant magnifiquement des battoirs, des girouets ou des coffres. Il prit une pomme, une seule, la plus grosse, qu'il sculpta tranquillement sous le regard éberlué des prétendantes. Il mit un temps que les dames jugèrent sans doute infini, puis, ayant enfin achevé son œuvre, il posa la pomme sur la table et sans un mot quitta la taverne. Les reines de beauté n'en revenaient pas. Comment était-il possible qu'un homme aussi beau se montre à ce point si goujat? Puis Hélène, forte de son titre de Miss Ligérie, prit la pomme, lut ce que le garçon y avait gravé. Elle s'écria: ce ne peut être que moi, et elle partit dans l'instant à la poursuite de son fol espoir. Laissant le fruit sur la table, Lucie s'en empara à son tour, et agissant comme sa camarade s'écria: j'en étais certaine, c'est moi qui ai sa préférence. Puis ce fut au tour d'Angèle de lire la fameuse inscription. Elles font erreur toutes deux, je vais de ce point rejoindre celui qui m'a choisi. Rosalie, une petite servante de l'auberge, appréciée de tous, s'approcha à son tour de la table, attrapa la pomme et lut à haute voix le message, afin que chacun pût enfin comprendre le fin mot de l'histoire. À la plus charmante. Elle coupa alors la pomme en deux, offrant une moitié à un vieil homme qui faisait la charité à l'entrée de l'établissement, avant que de manger l'autre moitié sous les rires de toute l'assemblée. Éric n'était pas parti. Il avait profité de l'effet de surprise provoqué par la théâtralité de sa fausse sortie pour contourner la taverne et y rentrer discrètement par une autre porte. En se dissimulant dans une encoignure, il entendit les affirmations péremptoires des donzelles, en s'en moquant. Puis il fut ému de l'attitude de Rosalie tout autant que de son détachement vis-à-vis de ce message qui venait de trouver sa réponse. Le garçon, qui jusqu'alors n'avait jamais senti son cœur battre pour une femme, ressentit en lui une bouffée de chaleur, un trouble si profond qu'il agit de manière totalement inconsidérée. Il avança lentement vers Rosalie, lui laissant le temps de manger sa moitié de pomme. Devant elle, il prit un nouveau fruit. Il le coupa en deux et en tendit la moitié à la servante avant que de croquer l'autre partie, juste après lui avoir dit: je crois bien avoir trouvé l'autre moitié de mon existence. Rosalie l'embrassa à pleine bouche, sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle faisait. Les mariniers présents, sacrés gredins, hommes bourrus et mal embouchés, essuyèrent tous une larme, avant que de lancer de grands hurrahs, tandis que les deux tourtereaux étaient enlacés. Il y eut ce soir-là des chansons et des rires, des chopines vidées et de belles paroles. Tous les gars de Loire avaient été émus par la scène à laquelle ils avaient eu le privilège d'assister. Quant aux trois reines de la fête, elles courent encore après leurs illusions. Le temps s'est empressé de faner leur beauté. Il leur reste en souvenir ce moment terrible pour elles, où elles firent montre du plus grand orgueil qui soit. Sur le Pirée, ce jour-là, un serpent se mordit la queue, la pomme de discorde lui restant en travers de la gorge. Elle s'était faite pomme de concorde et de félicité. Rosalie et Éric connurent le plus parfait amour. Ils vécurent heureux et eurent, selon la formule consacrée, de magnifiques enfants, tous plus trognons les uns que les autres. Le gentil marinier ne mena jamais sa femme en bateau. C'est mieux ainsi, lui aurait-elle déclaré. Sur le pas de leur porte, il grava au-dessus de l'entrée: ici est la plus charmante. La beauté n'est qu'une fleur fugace.